Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des ANOVA non paramétriques, à savoir Kruskal-Wallis et Friedman. Mais avant d'en arriver là, je vais vous faire un bref récapitulatif des différences entre tests paramétriques et non paramétriques. Alors les tests paramétriques sont ceux qu'on utilise de manière préférentielle et majoritaire. À savoir que les tests paramétriques, c'est par exemple les tests T, c'est la corrélation de Pearson, c'est les ANOVA, c'est les régressions. Et donc, toutes ces analyses travaillent avec les données brutes. C'est-à-dire que si on prend une VD qui est par exemple la satisfaction au travail, et que j'obtiens plusieurs scores, des individus qui ont des scores de 10, de 15, de 25, eh bien ce sont leurs scores, point. Non paramétrique, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va travailler avec les rangs et non pas avec les données brutes. C'est-à-dire que mon participant qui a le résultat le plus faible, et ce résultat le plus faible, ça peut être 1, comme ça peut être 15, comme ça peut être 30, ce résultat le plus faible sera transformé en rang 1. Le deuxième participant qui a le score le plus faible aura le rang 2, etc., etc. Donc ça veut dire que sur 50 participants, le rang maximum sera 50. C'est le score le plus élevé, le rang le plus élevé pour le participant qui a le score le plus élevé. Bon. Le fait de travailler avec les données brutes ou avec les rangs va induire toute une série de conséquences qui font que c'est là, finalement, la différence entre les paramétriques et non paramétriques. À savoir que forcément, quand on travaille avec des paramétriques, on va parler des moyennes. Tandis que dans le cas de non paramétriques, on va parler de tendance ou de valeur centrale. On peut dire les deux termes, et donc forcément, ça n'a plus la même chose parce que ça n'aura plus rien à voir. On le verra avec un exemple. Les tests paramétriques sont plus puissants. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec les données brutes. Les non paramétriques sont moins puissants, notamment parce qu'on travaille avec les rangs, que le problème des rangs, c'est que ça va un petit peu... finalement, il n'y aura quasiment plus aucun écart entre les différents participants. Parce que par exemple, le rang 1 correspond à l'individu qui a le score le plus faible, imaginons que ce score soit 10. Le rang 2, peut-être qu'il correspond à quelqu'un qui a un score de 20. Et donc peut-être qu'on avait une donnée extrême, mais du coup l'écart a été complètement effacé lorsqu'on travaille avec les rangs. Donc plus puissant, ça veut dire quoi? Moi, je compare ça, en fait, si vous voulez, à une loupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, face aux mêmes données, il se peut très bien que votre test paramétrique conclue à un rejet de H0, donc ça veut dire qu'il dit, oui, que la VI influence la VD, alors que le test non paramétrique, lui, va être moins puissant. Donc si vous voulez, il n'aura pas cette vision aussi efficace et il va vous dire non rejet de H0. Donc il se peut qu'on n'ait pas la même conclusion. Et j'insiste bien sur le fait que c'est pas qu'on triche ou qu'on joue avec les données ou quoi, c'est que vu que le test paramétrique est plus puissant, je vous dis, c'est vraiment comme si vous devez détecter un défaut, je sais pas moi, dans une peinture, et vous le faites plus facilement avec une loupe. Et bien votre loupe, c'est votre test paramétrique. C'est vraiment plus précis, donc le terme statistique, c'est plus puissant. On va plus facilement dire qu'il y a une différence quand il y en a vraiment une. Paramétrique, par contre, là où c'est casse-pied, c'est que du coup, il y a des conditions d'application. La première, la systématique, tous les tests paramétriques ont comme condition d'application la normalité des données. Toujours. Donc vos ANOVA, il y a la normalité, bon, on dit normalité des résidus, normalité des données, c'est la même chose. Régression, on parle aussi de normalité des données. Test T, ça fait partie du test T normalement qu'on doit vérifier, donc la normalité, corrélation de Pearson, etc. Donc tous les tests paramétriques ont au moins une seule condition d'application qui est la normalité des données. Ils peuvent en avoir d'autres, hein. L'ANOVA a plusieurs conditions d'application, la régression aussi. L'avantage du non paramétrique, c'est qu'il n'y en a aucune. Cette première étape qui existe systématiquement dans les tests paramétriques, eh ben, elle est à la trappe. On n'a pas besoin de, faire de tester des conditions d'application. On peut toujours faire un non paramétrique. Donc c'est toujours notre solution de secours finalement. Paramétrique, ça peut toujours être appliqué si vraiment rien ne marche. Et alors donc, le non paramétrique, on l'utilise essentiellement quand on a un problème de condition d'application et que du coup on ne peut pas faire les tests paramétriques et en cas de petit échantillon. Pourquoi petit échantillon spécifiquement? Parce que quand on a un petit échantillon, c'est difficile de justement respecter les conditions d'application. Donc typiquement, des petits trucs, par exemple en kiné, parfois on fait vraiment des petites études avec 5 participants, 10, là on va directement se tourner vers le non paramétrique. Voilà en guise d'introduction. On va maintenant passer sur SPSS. Et donc, on va faire deux ANOVA. On va faire l'ANOVA de Kruskal-Wallis, qui est donc l'ANOVA non paramétrique
pour ANOVA normal, entre guillemets, donc ANOVA sans mesure répétée. Et on va faire ensuite l'ANOVA de Friedman, qui est l'ANOVA non paramétrique pour les mesures répétées. Donc ça, c'est les deux types d'ANOVA qui existent, ANOVA non paramétrique. Alors, il faut savoir que déjà avec Kruskal-Wallis, on ne peut avoir qu'une seule VI. Donc c'est déjà extrêmement limitant. Donc ça, c'est un des problèmes justement des non paramétriques. Et c'est pour ça que d'une manière générale, on préfère travailler avec des paramétriques. C'est rare qu'on ait qu'une seule VI dans une ANOVA. Donc si vous devez faire un Kruskal-Wallis, eh bien, vous allez devoir faire 2 ANOVA pour une ANOVA 2 à la base. Donc une seule ANOVA avec des analyses complètes. Là, vous devez faire 2 ANOVA. Ou du coup, quoi qu'il arrive, vous ne testerez jamais l'effet d'interaction. Donc on perd énormément en fait. On a un test moins puissant, on a un test qui ne nous permet pas de tester l'effet d'interaction. C'est vraiment extrêmement frustrant. Donc pour faire l'ANOVA de Kruskal-Wallis, alors je propose qu'on parte avec comme variable dépendante le score au BDI avant intervention. Et comme VD, je ne sais plus ce que j'ai dit, comme VD le score obtenu au BDI, et comme VI le genre du répondant. Pour faire l'ANOVA de Kruskal-Wallis, on va dans Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, et puis là, on va, pour Kruskal-Wallis, c'est K Independent Samples, donc K échantillon indépendant. Donc ici, j'avais déjà fait juste avant de lancer la vidéo, donc vous mettez, je recommence, dans Grouping Variable, ça c'est la variable du groupe, donc c'est la VI, vous mettez le genre, vous devez définir l'étendue, donc si vous avez 4 groupes et que vous avez codé 1, 2, 3, 4, eh bien, c'est de 1 à 4, ici moi je n'ai que 2 groupes, du coup je mets 1 et 2. Et alors, le score au BDI avant intervention pour la variable dépendante. Kruskal-Wallis c'est déjà coché. Donc en fait, il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Ça c'était décoché, c'est vraiment pas nécessaire, ça sert pas à grand chose. Du coup, voilà. Alors, Kruskal-Wallis, vous voyez, l'ANOVA, c'est basique de chez basique. Hein. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a d'abord un tableau descriptif avec les ranks, donc ça veut dire les rangs. Alors, on a 25 hommes, 25 femmes, et ils ont un rang moyen pour les hommes de 19,78 et de 31,22 pour les femmes. Je vous avais dit que les rangs avaient été transformés de 1 à 50, vu qu'on a 50 participants. Donc on parle bien, ici c'est la moyenne des rangs, c'est la valeur centrale, ce n'est pas des moyennes. Parce que je vous rappelle vite fait que si on fait les vraies moyennes, on obtient pas du tout la même chose. Mes hommes ont un score moyen de 6 et mes femmes ont un score moyen de 11 sur donc le BDI qui va jusqu'à 33. Ça, c'est les vraies moyennes. Ici, on parle bien des valeurs centrales. Donc c'est ça que je vous disais qu'au niveau des hypothèses, ce n'est pas la même chose. On ne va pas parler de la moyenne des hommes et de la moyenne des femmes, on va parler des valeurs centrales ou des tendances centrales des hommes et des femmes. Donc là, le rang moyen, de nouveau, ça va de 1 à 50. Donc on voit que les femmes ont un rang moyen plus élevé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont tendance à avoir des scores plus élevés sur le BDI. Mais finalement, ces scores, ils sont de combien? On n'a absolument aucune idée. Donc là, c'est pour avoir nos descriptives, mais façon non paramétrique, donc c'est-à-dire avec les rangs. Et donc là, en fait, on a l'ANOVA. Donc c'est un tout petit tableau, très simple, où on a ici l'ANOVA. Ben forcément, c'est plus un F, parce que les F, c'est quoi? C'est un test paramétrique. Ici, c'est un Ki-carré, qui est non paramétrique, donc qui n'a pas de condition d'application. Ki-carré avec son degré de liberté et sa p-valeur. On a donc la valeur du Ki-carré, on a la valeur de son degré de liberté, bien. Et on a la p-valeur, donc la p-valeur, elle est de 0,005, donc c'est bien inférieur à 0,05, ce qui signifie qu'il y a un effet de la VI sur la VD, que la VD, le BDI, le score au BDI varie significativement en fonction du genre. Donc voilà, bon là le problème c'est que du coup, il n'y a pas de test post-hoc possible vu qu'il n'y a que 2 groupes. Maintenant, si éventuellement je fais une analyse de Kruskal-Wallis avec
le diagnostic, non, oui c'est ça, antécédent de dépression. Donc est-ce que la personne connaît dans son entourage des gens qui sont dépressifs? Il y avait 3 réponses possibles. Il y avait non personne, oui dans mon entourage élargi et oui parmi mes proches. Du coup, j'ai 3 possibilités, donc je mets minimum et maximum de 3. Kruskal-Wallis. Du coup, là j'obtiens donc mes 3 catégories. Je vois leur rang moyen. Je vois que clairement ceux qui ont quelqu'un de dépressif parmi leurs proches a quand même un rang moyen plus élevé. Ici, les 2 rangs moyens ont l'air relativement équivalents. Et là, je vois que j'ai un qui carré de 9, un degré liberté de 2, et ici, c'est significatif puisque ma p-valeur est inférieure à 0,05. Du coup, de nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le score au BDI varie significativement en fonction des antécédents, comme j'ai appelé ça, donc du fait de connaître quelqu'un dans son entourage ou pas. Mais alors là, donc ce petit tableau-là, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'étape 2 d'une ANOVA normale. Donc pour rappel, l'étape 1 de l'ANOVA, elle n'existe pas, parce qu'on est dans une ANOVA non paramétrique. Donc soit vous avez eu des problèmes d'application, de conditions d'application, ce qui fait que vous n'avez pas pu faire une ANOVA normale, et donc vous vous rabattez sur Kruskal-Wallis. Soit vous avez un petit échantillon. Bon, ici j'ai 50 personnes, donc a priori je peux faire une ANOVA paramétrique. Et donc vous décidez de faire directement un Kruskal-Wallis. Donc l'étape 2, comme vous voyez, elle est très simple, hein, c'est significatif, ça n'est pas à point. Mais du coup, l'étape 3, c'est quoi les tests post-hoc? Eh bien, tests post-hoc, ils doivent suivre la même logique que votre ANOVA. À savoir qu'ici, on a fait une ANOVA non paramétrique. Du coup, je ne vais pas faire un Bonferroni. Un Bonferroni, c'est un test T. Un test T, c'est un test paramétrique. Du coup, il faut que je fasse des tests de comparaison de moyenne 2 à 2 pour données non paramétriques. Du coup, je peux faire par exemple un test T non paramétrique. Donc ça, c'était les tests de Mann-Whitney par exemple. Donc pour ça, je vais dans Analyze, Non-Parametric Test. Bien sûr, c'est ça que ça se passe. Legacy Dialogues. Et puis je vais dans Two Independent Samples. Là, c'est un test T en fait, non paramétrique. Je mets, là c'est la VD, le score obtenu au BDI. Et dans la VI, je mets donc les antécédents. J'ai 3 groupes au total. Ici, je peux en tester que 2. Du coup, je vais d'abord faire 1 et 2. Donc ça, c'est non personne et oui dans mon entourage élargi. Il y a normalement rien à cocher là. Voilà. Mais je vais devoir en fait en faire 3 au total. Non-parametric test, je recommence. Donc je fais exactement la même chose, mais ici, je mets le groupe 1 et le groupe 3. Donc non personne et oui, je connais des gens dépressifs ou ayant été dépressifs dans mes proches. Voilà. Et alors, j'en fais un dernier pour tester le fait de connaître des gens dépressifs dans l'entourage élargi ou dans les proches. Donc, j'ai 3 groupes, j'ai fait 3 tests T. Test T pour tester les différences entre groupe 1 et 2, entre 1 et 3 et 2 et 3. On est d'accord, c'est beaucoup moins pratique que le Bonferroni, hein, qui nous sort tout d'un tableau, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, là, je vais regarder mes 3 tableaux. Donc, mon premier Mann-Whitney, de nouveau, j'ai les rangs moyens, etc. Alors, ici, c'est non significatif. Il faut regarder dans le two-tailed. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence significative. Le fait de n'avoir connu personne ou d'avoir connu quelqu'un de dépressif dans l'entourage élargi n'a pas d'impact, n'influence pas le score moyen au BDI. Donc le score moyen au BDI ne varie pas significativement, enfin n'est pas différent pour les gens qui n'ont connu personne ou qui ont connu quelqu'un dans l'entourage élargi. Ici on teste non personne avec oui parmi mes proches. Là on voit que c'est non significatif. Donc pareil. Il n'y a pas de différence. Et là, on a oui dans mon entourage élargi et oui parmi mes proches. Donc, je connais quelqu'un de dépressif, mais ce qui change, c'est est-ce que c'est quelqu'un dans l'entourage élargi ou proche. Là, par contre, on voit une différence significative. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il y a un rang moyen significativement différent.
Donc, la valeur centrale, la tendance centrale des gens qui ont connu quelqu'un de dépressif parmi les proches. Attendez, je recommence. Les symptômes de dépression sont beaucoup plus élevés chez les gens qui ont connu quelqu'un dans les proches que chez les gens qui ont connu quelqu'un de dépressif dans l'entourage. Par contre, il n'y a pas de différence entre les proches et personne. Alors que si vous vous souvenez de l'ANOVA, elle avait conclu à une différence aussi. Donc vous voyez, on n'a pas les mêmes résultats en fonction d'avoir fait une ANOVA paramétrique ou non paramétrique. Et entre les deux, vous pouvez faire confiance plutôt à l'ANOVA. L'ANOVA a plutôt raison, donc c'est-à-dire que les gens qui ont connu quelqu'un de dépressif dans leurs proches ont eux-mêmes des symptômes dépressifs plus élevés que les gens qui n'avaient personne dans leur entourage. Ces résultats est dû à quoi? De nouveau, il est dû au fait qu'on a transformé les données en rangs. Et que du coup, là, il y a apparemment, dans les rangs moyens, vous voyez qu'il y a très peu de différence et le problème, il est là. Donc, c'est bien la preuve que, malheureusement, les tests non paramétriques, parfois passent à côté de quelque chose, mais ils passent à côté de quelque chose parce que c'est plus sûr aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour le Kruskal-Wallis. Donc, vous voyez que étape 1, il n'y en a pas. Étape 2, ça va très vite. Et étape 3, elle est un peu plus... demande un peu plus de chipotage parce que là, c'est nous qui devons faire les 3 tests simultanément. Mais sinon, voilà. C'est pas beaucoup plus compliqué. Mais ce qui est important que vous reteniez, c'est qu'on va vraiment utiliser la même logique tout au long de la NOVA. Donc, si on a fait une NOVA non paramétrique en étape 2, en étape 3, on va continuer avec des tests non paramétriques. Voilà pour l'ANOVA de Kruskal-Wallis. Nous allons faire maintenant Friedman. Friedman est donc l'ANOVA non paramétrique pour mesure répétée. Donc là, on va utiliser comme variable le score obtenu au BDI avant intervention, après intervention et 1 an après intervention. Donc on a 3 temps de mesure. Donc pour faire Friedman, on va dans Analyze. On reste dans Non-Parametric Tests, Legacy Dialogues. Et là, on va par contre dans K Related Samples, donc K, échantillon, appareillé, péré. On met donc les 3 scores. Voilà. Friedman est déjà coché, c'est très bien. Je regarde, mais normalement, il n'y a rien d'autre. C'est parfait. Donc, de nouveau, étape 1, elle n'existe pas. On n'a pas besoin de vérifier les conditions d'application, ou alors on l'a fait et malheureusement, on n'a vraiment pas trouvé de solution, autre que de faire Friedman. Du coup, étape 2, on fait Friedman. On a de nouveau la moyenne des rangs. On voit que le score moyen, le rang moyen semble diminuer au fur et à mesure. Maintenant, de nouveau, est-ce que c'est significatif? C'est ça la question. Mais en tout cas, voilà nos rangs moyens. Et alors, le test ici, on a bien 50 personnes. Voici le Ki-carré qui a été calculé. De nouveau, c'est un Ki-carré, vu que c'est non paramétrique, ça ne peut pas être un F. Degré de liberté 2. Et c'est significatif. Ça signifie quoi? Ça signifie que mes 3 rangs moyens ne sont pas les mêmes. Il y a des rangs moyens significativement différents des autres. En tout cas, au moins un différent des 2 autres. Maintenant, de nouveau, la même question, c'est est-ce que lui est différent de lui, mais égal à lui? Voilà, tout est possible. Donc, pour ça, de nouveau, il nous faut passer à l'étape 3, qui est donc les tests T. Mais de nouveau, on ne va pas faire un Bonferroni maintenant, vu que, déjà, un Bonferroni, ça ne s'applique même pas. Il y a des Bonferroni pour les mesures répétées, mais soit. Donc, là, on a fait une ANOVA non paramétrique pour mesures répétées. Du coup, on va faire un test T non paramétrique pour mesures répétées. Du coup, on retourne dans Analyze, Non-Parametric Tests, Legacy Dialogues, et là, on va prendre le Two Related Samples. Et là, en fait, c'est comme les mesures répétées où on peut directement mettre plusieurs paires. Alors, on va tester le score obtenu avant intervention au score obtenu après intervention. On va tester également le score obtenu avant intervention au score obtenu 1 an après intervention. Et on va tester le score obtenu après intervention au score obtenu à 1 an après intervention. Donc en fait, là, en une fois, je peux directement faire mes 3 tests. Voilà, de nouveau, il n'y a rien. Wilcoxon est coché automatiquement, donc c'est bien un test
T de Wilcoxon. Wilcoxon, c'est du non paramétrique. Et spécialement pour mesures répétées. Donc on est bien dans un test T non paramétrique pour mesures répétées. Du coup, on teste. Et là, on voit... Là, donc, on a les rangs moyens, etc., etc. Et là, on voit notre p-valeur et on voit que tout est significatif. Ça signifie quoi? Ça signifie que le rang moyen du BDI après intervention est significativement différent de avant intervention. Le rang moyen 1 an après intervention est significativement différent de avant intervention. Le rang moyen en BDI après intervention est significativement différent après intervention. Du coup, nos trois moyennes, enfin à la base ce sont des moyennes, mais ici ce sont des valeurs centrales, nos trois valeurs centrales sont significativement différentes. Et donc pour ça, on peut regarder les rangs moyens qu'on avait ici à la base. Et donc on conclut, vu que celui-là a un rang moyen plus élevé, donc ça veut dire que avant intervention, les gens ont une valeur centrale au BDI significativement plus élevée qu'après intervention. Et la valeur centrale du BDI après intervention est elle-même significativement plus élevée que la valeur centrale au BDI 1 an après intervention. Ce qui prouve que les symptômes dépressifs diminuent après l'intervention, mais encore continuent à diminuer 1 an après intervention. Ici, on retrouve exactement la même chose qu'on avait formulée avec la NOVA. Du coup, le fait d'avoir utilisé une ANOVA non paramétrique n'a pas eu d'impact. Mais comme vous l'avez vu dans le Kruskal-Wallis, ça a eu un impact. Ça a eu un impact dans le sens où ça a été moins puissant et on n'a pas pas pointé du doigt une différence qui pourtant a été reconnue par l'ANOVA. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y avait une différence. Voilà, écoutez, avec ceci se termine donc la vidéo sur Kruskal-Wallis et Friedman. J'espère que c'était clair. Très bonne journée à vous.